Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de la suite de la vidéo que vous avez vue, ou en tout cas, on va revenir sur ce que vous avez vu dans la vidéo. Mais on va commencer en fait la partie sur l'évolution en biologie. Alors vous avez reçu le dossier, je vous conseille de simplement mettre en fluo les termes que je vais évoquer ou de rajouter des notes par rapport à ce que je vais un peu vous raconter. Donc, d'abord, si on analyse déjà la photo qui est ici, je vais vous présenter donc Charles Darwin, qui est un des naturalistes, un des biologistes les plus importants qui existe, si pas le plus important, en tout cas c'est un des scientifiques qui a établi des choses dans les années 1800 et qui sont toujours d'actualité. Donc c'est ça à nouveau qui va être assez révolutionnaire dans ce chapitre-ci, c'est que c'est un scientifique qui simplement par l'observation avait compris énormément de choses sur le fonctionnement des vivants. Alors regardez, si on traduit la phrase qui est ici, donc ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni encore les plus intelligentes qui survivent, ce sont simplement celles qui sont capables de s'adapter au changement. Et ça, vous allez voir, c'est tout l'intérêt effectivement de l'évolution. Alors vous avez cette deuxième photo qui est assez intéressante aussi, parce qu'elle vous présente à nouveau la position de l'humain au milieu ou en tout cas en même temps en termes d'évolution que tous les vivants qui sont ses contemporains. Donc ça, j'aimerais bien que vous mettiez en évidence que tous les bords de votre arbre, ici, c'est toutes les espèces qui sont vivantes sur Terre actuellement, c'est-à-dire contemporains les uns des autres. Les champignons, les bactéries, vous avez l'étoile de mer, vous avez la guêpe, voilà. Donc ici, on est parti du centre, je vous rappelle aussi, notre ancêtre commun à tous les vivants actuels, c'est Lucas. C'est-à-dire que Lucas, c'est un ancêtre qui ressemblait plutôt à une cellule, et une cellule comme une bactérie, si vous voulez, ça peut ressembler fort à une bactérie. Et en fait, Lucas, c'est le vivant qui a donné la descendance de tous les autres vivants actuels sur Terre. Alors, vous avez plusieurs compétences qui vont être vues. Donc, vous avez en fait, au niveau de l'organisation du chapitre, vous avez les origines de la vie sur Terre, donc comment est-ce que la vie est arrivée sur la planète Terre. Les évolutions de la vie, donc en fait, on va parler des différents scientifiques qui ont émis des hypothèses sur l'évolution. Et puis, on va apprendre à construire des arbres phylogénétiques, c'est-à-dire comment les vivants se classent les uns par rapport aux autres. Bon, vous avez d'abord, une première chose que je vais faire avec vous, c'est bien discerner ce qui est preuve scientifique et croyance. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc pour commencer avec l'origine de la vie, déjà l'origine de la vie, en fait, il y a des théories qui peuvent se mélanger, des théories scientifiques, des théories qui ne sont pas justement des théories, mais des croyances. Et en fait, on va relativiser très fort. Moi, je vais vous présenter les preuves scientifiques qui existent. Mais n'oubliez pas que de toute façon, par rapport au point de départ, on ne sait pas trop ce qui s'est vraiment passé pour l'instant, parce que personne n'y était. Donc la vérité totale, nous ne la possédons pas aujourd'hui. Une petite chose dans ce chapitre également, je vais souvent parler de l'homme avec une majuscule, c'est évidemment l'humain. Ce n'est pas le genre masculin ici, c'est l'humain. Alors, la différence entre la démarche scientifique ou les preuves scientifiques et les croyances, si je résume avec vous, vous avez ça dans votre cours. Tout d'abord, et ça c'est très important, une démarche scientifique, ce sont des affirmations qui peuvent être testées, qui peuvent être réfutées par d'autres preuves qui arriveraient plus tard, et qui sont tout à fait généralisables une fois qu'elles ont été testées plusieurs fois. Elles se basent sur des preuves. Voilà, donc là, il n'y a pas à réfuter, les preuves, elles sont là, elles existent. Et même si ce n'est pas toujours parfaitement vrai, même si on attend de voir un jour ou d'avoir à nouveau de nouvelles preuves qui vont affiner la première hypothèse, eh bien ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la meilleure proposition au vu de tout ce qu'on a pu récolter comme preuve. Peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 20 ans, peut-être que voilà, vous aurez d'autres preuves qui seront venues en fait s'ajouter, et donc vous pourrez en fait généraliser ou poser une autre hypothèse, plus fine. Par contre, une croyance, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas sa place pour l'instant dans mon cours de sciences. Ce sont des choix qui sont personnels, qui viennent en général d'une famille, ou en tout cas qui sont culturels, qui ne peuvent pas être testés, qui ne peuvent pas être réfutés, donc ça c'est assez facile du coup, mais qui ne peuvent pas être généralisés non plus. Donc, c'est des choses, en termes de croyances, qui n'ont pas besoin de preuves. Et donc, c'est un peu difficile d'essayer de convaincre raisonnablement un interlocuteur qui me dirait, tes preuves scientifiques,
je n'ai pas envie de les croire parce que moi, mes croyances, ben, personnellement, il n'y a pas besoin de preuves. Voilà, c'est un débat qui est un peu stérile en fait et qui n'a pas de sens ici. J'aimerais bien juste qu'on discerne les deux. Il y a les croyances et il y a les preuves scientifiques. Moi, je vais partir sur les preuves scientifiques. Alors, en termes d'introduction, si on part du tout début, il faut bien commencer avec la formation de cet univers. Et cet univers en termes de chiffres. Donc voilà, ça c'est vraiment des petites choses que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est ces trois chiffres-ci. La création de l'univers, 13,75 milliards d'années derrière nous. La formation de la Terre, la planète Terre, au milieu du système solaire, 4,5 milliards d'années. Et enfin, la vie sur Terre, c'est-à-dire les premières cellules, Lucas, voilà, des premières cellules à l'apparence un peu bactérienne, 3,5 à 3,8 milliards d'années derrière nous. Donc ces trois dates clés, vous les gardez en tête, 13,75 milliards, 4,5 milliards et 3,5-3,8 milliards d'années derrière nous. Si on met ça sur une horloge, sur une notion de temps de 12 heures, donc attention, l'horloge que je vous présente, elle part de 0 et elle revient à 12. Si on part sur cette horloge comme point de vue visuel, en fait, on part de l'heure 0, qui est la formation de la Terre. Donc si vous vous rappelez, on remonte en arrière, 4,5 milliards d'années derrière nous. Ok, donc le temps 0, en fait, c'est 4,5 milliards d'années jusqu'au temps 12 heures. Les premières bactéries seraient arrivées vers 2h45. Puis on aurait en fait des cyanobactéries. Alors ça c'est vraiment important, je vais en reparler parfois des cyanobactéries dans ce cours. Ce sont des bactéries qui ont acquis la fonction photosynthétique, donc des bactéries qui vont assimiler la lumière pour produire leur sucre. Ça c'est super intéressant parce qu'évidemment elles vont devenir assez sophistiquées par rapport aux premières bactéries qui n'avaient pas cette fonction-là. Je vous rappelle que la photosynthèse, c'est quelque chose que vous avez, vous, appris comme étant absolument unique chez les plantes. Ben voilà, en fait, les bactéries peuvent aussi faire la photosynthèse. Les premiers eucaryotes, je vous rappelle, les premiers eucaryotes, c'est les premiers vivants qui vont avoir un noyau. Renotez-le. Donc les premiers eucaryotes qui ont un noyau pour protéger leur ADN. Ce qui veut dire que les premières bactéries que j'ai citées avant et les cyanobactéries étaient toujours des prokaryotes, évidemment, c'est-à-dire un ADN libre dans le cytoplasme. Alors regardez, hein, tout ça, vous avez donc le développement des premiers eucaryotes, des mollusques, ça peut commencer effectivement dans l'eau, cette partie-là, sur Terre. Et puis vers 11h48, vous avez les dinosaures qui apparaissent. Dinosaures donc, qui sont énormes, qui sont carnivores, etc. Bref, qui prennent énormément de place sur Terre. Mais dès qu'ils disparaissent, en fait, vous avez le champ libre à des mammifères beaucoup plus petits, des petits rongeurs, en fait. Et ces mammifères vont pouvoir prendre leur place sur Terre suite à l'extinction des dinosaures. Donc ça, c'est vraiment très important. S'il n'y a pas cette extinction des dinosaures, vous allez voir que des extinctions d'espèces, il va y en avoir plusieurs au cours du temps. En fait, vous avez les mammifères qui ne peuvent pas normalement prendre leur place si les dinosaures n'avaient pas disparu. Et puis, 11h58, regardez, on arrive tout doucement à la fin de notre cycle, mais seulement finalement l'apparition des hommes. Et donc les hommes, c'est 7 millions d'années derrière nous, les premiers hommes, nos premiers cousins, notamment avec Toumaï, qui est un des crânes les plus anciens que l'on ait trouvé pour l'instant, qui a été découvert au Tchad. Alors, ce qui est intéressant dans cette deuxième représentation de cette horloge, c'est la notion de milieu, les milieux marins, terrestres et aériens. Donc regardez, c'est ici au centre. Donc vous avez le milieu marin qui a commencé en fait à apparaître, donc les océans qui ont commencé à apparaître parce que les océans n'étaient pas là tout de suite. Hein. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo. La Terre se forme, elle est encore très chaude, etc. Et puis il faut le temps que la glace fonde avec les astéroïdes ou les comètes qui ont déposé de la glace et puis l'eau au fond. Et vous avez les premiers océans. Et donc, dans ces océans, la vie va commencer. Ça, c'est pas un secret. On sait aujourd'hui que les premières bactéries ont commencé leur vie dans l'eau. Donc, cette eau, et puis après, nous avons les milieux terrestres, et puis enfin, nous avons les milieux aériens qui apparaissent pour les vivants. Alors, si on reprend les moments clés que vous avez vus dans la vidéo, ensemble, première information, donc ce 14 milliards d'années derrière nous, formation de l'univers. Alors, le Big Bang, oui, c'est une des hypothèses qui est en tête aujourd'hui, mais qui est un peu réfutée par certaines trouvailles assez récentes en sciences. Donc en fait, le Big Bang, c'est un peu finalement
cette quantité d'énergie qui est apparue, la notion de temps qui a commencé. Donc voilà, le Big Bang, c'est vraiment le point de départ, en tout cas à un univers en expansion. Vous savez bien que notre univers est continuellement en train de continuer à s'élargir, à un univers qui s'est refroidi, parce que le Big Bang, en fait, c'était le maximum au niveau température, et puis depuis, il ne fait que se refroidir. Et vous avez des forces aussi qui sont apparues exactement au moment de l'apparition du Big Bang. Donc en une seconde après cette explosion de Big Bang, il faut bien comprendre que vous avez déjà les premiers nucléons qui se forment. Je vous rappelle, les nucléons, c'est l'association dans le noyau des atomes des protons et des neutrons. Donc vous avez les premiers noyaux atomiques qui apparaissent après une seconde de Big Bang. Hein. Donc c'est quand même assez fou. Après une minute de Big Bang, vous avez la formation du premier atome, l'hélium, qui est l'atome, un des atomes avec l'hydrogène les plus simples dans le tableau périodique. Ensuite, vous avez après 10 giga-années, oui c'est vrai, j'ai pas expliqué le GA ici, ça veut dire giga-années ou encore milliards d'années. Ça c'est quelque chose que je vais utiliser souvent dans le cours, donc n'hésitez pas à le noter. Alors vous avez dans cet univers la formation tout doucement des galaxies dont notre Voie lactée, notre galaxie. Vous avez, vous, regardé cette petite vidéo, donc je ne fais que continuer sur ce que vous avez déjà vu. Alors, ensuite, vous avez vers 5 milliards d'années la formation du Soleil dans notre système solaire, donc, et puis les planètes qui vont effectivement se former également. N'oubliez pas, ou alors je vous l'apprends, nous ne sommes en fait que des poudres d'étoiles. Ça c'est vraiment très important. Les atomes qui nous composent et qui ont composé la Terre, en fait viennent du Soleil. Donc nous ne sommes que de la poudre d'étoiles. Voilà ce qu'on dit souvent finalement du vivant. Donc les atomes qui se forment à partir du Soleil, le cuivre, le zinc, le fer, le plomb, l'or, l'uranium, etc., apparaissent à ce moment-là, se forment. L'espace, en fait, ce grand vide, je vous rappelle que dans l'espace, il n'y a pas de molécules comme le dioxygène, etc. Donc c'est le vide complet. C'est un énorme laboratoire de chimie. C'est un espace parfait pour que les atomes qui viennent de se créer puissent se rencontrer. Et vous avez en fait les premières molécules, par force, en fait, par attirance, vous allez avoir les premières molécules qui se forment. NH3, l'ammoniac, H2O, molécule d'eau, de l'alcool, etc. Premières molécules qui sont en train de se former, nous sommes à 5 milliards d'années derrière nous. Ensuite, à 4,56 milliards d'années, vous avez vraiment la formation de la planète Terre, après le Soleil donc. Vous avez le phénomène qui est le plus important pour que la planète Terre ait pu se former et qu'elle soit si ronde. Vous savez, ce phénomène d'accrétion. Donc l'accrétion, en fait, c'est la matière qui va s'accumuler les unes, enfin, vous avez vu dans la vidéo, hein, c'est vraiment des amas de roches, en fait, qui vont se souder entre elles. Vous avez une notion de radioactivité qui est très importante et qui est présente de toute façon dans l'univers en général. Cette radioactivité va également apporter une certaine quantité d'énergie. Vous avez également le refroidissement qui est essentiel dans l'univers. Et tout cela nous permet de former une croûte terrestre qui reste quand même assez instable. Donc ça c'est très important de bien penser que la planète Terre a l'air de l'extérieur soudé, parce que la croûte terrestre, voilà, s'est formée à un moment donné, mais finalement, à l'intérieur, vous avez quand même le noyau. Tout ça est en activité. Le noyau de la Terre, je vous rappelle, c'est un noyau d'aluminium. Et vous avez en fait une instabilité géologique à l'intérieur avec une tectonique des plaques que vous avez vu en géographie, avec donc toutes ces plaques qui peuvent bouger avec des forces, avec de la lave, avec voilà, plusieurs choses qui permettent en fait des climats différents. C'est ça qui est intéressant sur notre planète Terre, c'est qu'elle nous permet une certaine diversité en termes déjà de paysages géologiques, mais également en termes aussi de variation de température, etc. Et ça, c'est très important pour la formation de la vie sur Terre. Alors, très important également, la Terre reçoit des comètes qui percutent, en fait, vous avez vu hein, dans la vidéo, ça percute la Terre, ces comètes, et elles amènent de la glace avec elles. Et puis, en fait, sur la Terre qui est très chaude, 80 degrés Celsius, l'eau va redevenir liquide. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est que sur Terre, notre planète est parfaitement située, notre planète Terre par rapport au Soleil, pour que l'eau soit liquide. Et c'est ça qui est très intéressant à la formation de la Terre également. Formation de la vie sur Terre.
Par contre, il n'y a pas encore vraiment d'atmosphère. Nous sommes sur une planète Terre qui a une croûte terrestre avec une activité en dessous, l'eau liquide parce qu'il fait très très chaud, donc nous sommes en présence de 80 degrés, mais il n'y a pas vraiment d'atmosphère respirable. En tout cas, si vous pensez à du dioxygène, ça c'est sûr qu'il n'y en a pas à ce stade-ci. Donc pas de dioxygène. Par contre, on va avoir une activité qui va commencer, une activité sismique et vulcanologique qui va permettre en fait de dégazer énormément de gaz. Donc vous allez avoir par exemple de l'ammoniac qui va apparaître, du dihydrogène. Donc finalement des gaz qui sont pour nous pas des gaz favorables hein, pour l'humain, mais à l'époque, n'oubliez pas, il n'y a pas encore de vie sur Terre, donc c'est plutôt une atmosphère assez rude qui va s'installer. Donc activité sismique, activité vulcanologique qui vont pouvoir en fait faire apparaître une certaine atmosphère grâce au dégagement gazeux. Voilà, c'est ce que je voulais avoir vu avec vous. Pour un vendredi, en tout cas fin de journée, je trouve que c'est pas mal. Donc moi je reprendrai avec vous la semaine prochaine.